les données, est-ce qu'elles parlent d'elles-mêmes? Alors, poser la question, c'est déjà y répondre. Donc, est-ce que les données parlent d'elles-mêmes? La réponse est non. Elles ne parlent pas d'elles-mêmes. Pourtant, c'est un mythe, finalement, dans beaucoup de travaux d'étudiants. Mais je vous en prie, Mirella, c'est un mythe auprès de beaucoup d'étudiants, parce que à cette période de l'année, quand on est sur le mémoire de fin d'études, ou même dans la thèse, souvent c'est à peu près au printemps, les étudiants commencent à accumuler du matériau empirique en quantité, donc des entretiens, des réponses à un questionnaire, des documents, des archives, des notes, et pensent que les résultats vont apparaître presque d'eux-mêmes, naturellement, comme s'il suffisait finalement de résumer, de synthétiser ce qu'on avait observé, et comme si tout ceci finalement c'était constitutif d'un résultat empirique. Ben, la réponse est non. Euh, la réponse est non. Les données en fait ne parlent jamais. Les données, et vous allez voir tout à l'heure, les données, c'est muet a priori. Les données, il faut avoir les moyens de les faire parler. Sinon, elles ne parlent pas. Et les moyens de les faire parler, c'est quoi? C'est tout ce qui nous permet de les décoder. Alors, donc, l'enjeu, c'est de bien avoir à l'esprit que les données, collecter des données, ça ne suffit pas à produire des résultats. En recherche, les données ne parlent pas d'elles-mêmes, il faut les forcer à parler. Et pour les forcer à parler, il faut qu'elles soient construites, qu'elles soient triées, qu'elles soient interprétées, qu'elles soient décodées. Et tout ça, je dirais, ça se découvre. Alors, je vais vous présenter cette discussion en 3 temps. Tout d'abord, je vais revenir sur pourquoi les étudiants pensent que les données peuvent parler d'elles-mêmes et comment ça se manifeste. Ensuite, j'évoquerai ce que sont réellement les données, ce qu'elles ne sont pas. Et là, vous verrez, il y a des choses peut-être contre-intuitives. Et ensuite, je viendrai sur ce qui peut causer le fait que certaines collectes ne produisent rien. Certaines collectes de données ne produisent pas de résultats, ne permettent pas de produire du résultat. Alors, pourquoi beaucoup d'étudiants? Alors une question de Mirella, qu'est-ce qui est correct? Collecte des données ou produire des données? Justement. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un gros abus de langage. On parle effectivement de collecte de données. Et moi-même, je le dis. Moi-même, je parle de collecte de données empiriques. Mais c'est linguistiquement inexact, en ceci que la donnée, ça se produit. Mais ça, je vais y venir après, si vous voulez bien, dans le deuxième temps. Dans le deuxième temps, d'abord, et là je pense que dans mon deuxième temps, je répondrai en partie à votre question, Mirella. En revanche, donc, pourquoi les étudiants tentent à penser que les données peuvent parler d'elles-mêmes? Et là, je dirais, pourquoi? Parce qu'en fait, on a une situation classique où ça je le vois systématiquement. J'ai tant d'entretiens, où j'ai fait X entretiens, où j'ai 120 réponses à mon questionnaire, j'ai plein de notes, j'ai fait de l'ethnographie, beaucoup d'observations, j'ai rempli plusieurs cahiers, maintenant je vais analyser. Comme si, en fait, alors moi ça me pose plusieurs problèmes. Le premier c'est j'ai plein de notes, maintenant je vais analyser. Mais c'est pas encore des données tout ça, c'est de la matière première brute qui nécessite de la transformation. Et ensuite, je vais analyser. Moi, à titre perso, et tous les étudiants qui m'ont eu comme prof, comme directeur de mémoire ou directeur de thèse, le savent, je ne parle jamais d'analyse de données. Jamais vous ne m'entendrez parler d'analyser des données. Je ne sais pas ce que ça veut dire, analyser. Alors ça peut faire sourire, mais analyser, c'est un mot valise. On peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Et je vous mets au défi de trouver 2 personnes qui vous diront la même chose sur ce que ça veut dire.
je suis à peu près certain qu'on sera assez proche du sketch du sketch des inconnus sur les chasseurs, sur un bon chasseur et un mauvais chasseur. Bon, bah, le bon chasseur, il voit du gibier et il tire. Le mauvais chasseur, c'est facile. Il voit du mauvais gibier et il tire. Mais c'est un mauvais chasseur, quoi. Et l'analyse, l'analyse des données, on a les données et puis on les regarde, on les analyse, quoi. Et qu'est-ce qui fait une bonne analyse? Une bonne analyse, on prend les données, on les regarde, on les analyse, mais bien. Ok? Et qu'est-ce qui ferait une mauvaise analyse? Là c'est facile, c'est l'inverse. On prend les données, on les regarde, on les analyse, mais mal. Avec ça, on est vachement avancé, n'est-ce pas? Donc, moi, je ne parle jamais d'analyse de données parce que c'est ambigu. Donc, ici, l'enjeu, c'est en fait de convertir le matériau empirique qu'on a collecté en quelque chose d'exploitable et de lui appliquer un protocole systématique de traitement. Traitement, on va y venir tout à l'heure. Le traitement, c'est ce qui nous permettra, à partir de ce qu'on a collecté, d'en faire du matériau interprétable. Et quand on l'aura interprété, quand on lui aura donné une perspective, quand on lui aura donné du sens, à ce moment-là, on pourra commencer à en tirer quelque chose. Et donc, alors ici, moi j'ai une question pour le chat. Donc, sachant que je n'ai pas une grande idée de qui est en ligne ou pas sur les 8 que vous êtes, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà des données, mais qui ne savent pas encore exactement quoi en faire? Là, ça m'intéresserait de savoir. Ou par où commencer? J'ai pas de réaction, donc je vais continuer, c'est pas grave. Alors, ça m'amène à mon deuxième temps pour ce soir, à savoir ce que sont réellement les données. C'est-à-dire que Mirella, vous aviez à vous paniquer à cette question, c'est-à-dire ce que sont réellement les données, ou à la question est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de ces données? Ce que sont réellement les données. Bon, vous allez voir. En fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les données, le matériau empirique collecté, ce ne sont pas des données analytiques. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que les données, c'est déjà une mise en forme du matériau qui a été collecté. Les données, c'est ce qui va être utilisable. Donc, il y a une analogie que j'aime bien, qui est la suivante, pour les plus anciens d'entre nous, ceux qui ont connu le CD. Eh bien, le CD, vous avez ce qui est gravé sur un CD ou un DVD, c'est une suite de 1 et de 0. Et vos 1 et vos 0, quand vous les prenez, ça n'a aucune valeur, aucune signification, c'est inexploitable tel quel. Vos 1 et vos 0, on ne sait pas. Et là où ça devient intéressant, c'est que vos 1 et vos 0 deviennent une donnée à partir du moment où vous les mettez dans un lecteur de CD dont la lentille va jouer le rôle de décodeur. C'est-à-dire que vous avez vos 1 et vos 0 qui sont du code illisible, inutilisable, et la lentille du lecteur de CD ou de DVD va les décoder, les transformer, ces 1 et 0, qui en vidéo, qui en bande son, et le tout mis ensemble vous donnera un film, une série ou que sais-je encore comme programme. Et c'est le décodage qui fera de la donnée. C'est-à-dire que votre donnée, ce sera le film. Or, vous pouvez me dire, oui, moi je m'intéresse qu'à la bande son, je m'intéresse qu'à la vidéo. Ok. Mais la donnée, ce sera
ce qui commence à devenir un instrument exploitable, directement exploitable, parce qu'il a déjà fait l'objet d'un premier filtrage, d'une première lecture pour lui donner un sens, pour lui donner une direction, pour lui proposer une interprétation. Et évidemment, vous ne pouvez pas lire les données, les mêmes données, le même matériau empirique, excusez-moi, de la même manière avec différentes lentilles. Et là, je vais prendre toujours le même exemple. Pour ceux qui s'en souviennent, quand vous achetiez, ou si vous achetiez des DVD aux États-Unis parce qu'ils étaient moins chers qu'en Europe, il y avait très peu de chances que vous puissiez les voir sur votre lecteur de DVD. Parce que la lentille était différente. C'est-à-dire que la clé de décodage, la clé de lecture n'était pas la même d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Pareil, si vous achetiez des DVD en Russie ou Israël, qui étaient sur la même clé de décodage, vous ne pouviez pas les lire en Europe. Et vous ne pouviez pas les lire aux États-Unis. Vous ne pouviez pas les lire en Australie. Bon, je ne vais pas vous faire toute la série, bien sûr. Et donc, le matériau empirique, quand on fait des entretiens, on a du verbatim brut, donc ce que nous ont dit nos interlocuteurs, que trop souvent, on a tendance à considérer comme de la donnée, c'est-à-dire déjà filtrée. Or, la donnée, ce sont les catégories analytiques que vous pourrez extraire de vos entretiens, de vos verbatim. Et là, Mirella, dans votre cas, sur la construction du pouvoir par les femmes entrepreneurs, eh bien, un certain nombre de catégories analytiques que vous avez vues, que vous avez extraites, étaient, alors pour certaines, alors il y en a plusieurs. Il y avait power to, le pouvoir de faire quelque chose. Power of, power over, le pouvoir sur quelque chose. Donc dans un cas, le pouvoir de comme une sorte de capacité et d'autorisation, de permission. Dans l'autre, le pouvoir sur, qui était plutôt dans une dimension d'orchestration. Je ne vais pas dire domination, mais presque. Et puis progressivement, vous avez vu aussi émerger power with. Alors, power with, là, c'est quelque part le pouvoir partagé. Donc, with, oui, c'est ça, with. Donc, partager. Et le pouvoir partagé, qu'est-ce que c'est? Ça, sur les entretiens qu'ils disent. Vous avez aussi identifié une dimension qui était la dimension du don de soi, c'est-à-dire que finalement, l'une des dimensions du pouvoir de la femme, c'est aussi celui de se donner, à autrui. Alors de se donner, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Se donner, c'est quelque part se livrer, donner sa disponibilité, donner sa bienveillance, donner de son temps, apporter son aide quasi naturelle à autrui. Donc que ce soit dans le cercle familial, l'époux, les enfants, ou bien le conjoint, la conjointe, les enfants, ou bien dans le cercle professionnel, les salariés, etc. Donc le don de soi est une catégorie analytique. Et ce qui est important, c'est que les entretiens donc, sont lus et les entretiens en eux-mêmes sont la matière première qui passe ensuite dans l'usine de décodage. L'usine de décodage qui va produire
la catégorie analytique, parmi lesquelles power over, power to, power with, don de soi. Et donc, les données vont être tout ce qui rentre dans ces catégories analytiques, c'est-à-dire les fameux extraits d'entretien qui renverront pour certains à power to, pour d'autres à power over, pour d'autres encore power with, encore d'autres au don de soi, etc. à l'envie. Et donc, vous pourrez me dire, oui, mais alors quelle différence? Parce que finalement, ça reste les extraits d'entretien. Finalement, ça reste le même texte. On est d'accord. Mais, moi, je vous répondrai, si on reprend l'exemple du CD ou du DVD, mais ce sont les mêmes 1 et les mêmes 0, hein, au final. Sauf que dans un premier cas, les 1 et les 0 n'ont aucun sens, sont illisibles, incompréhensibles. Ils deviennent compréhensibles à partir du moment où ils sont passés par le filtre de la lentille du lecteur de CD ou de DVD. Et là, c'est exactement la même chose. Là où il peut y avoir confusion, c'est que, on ne va pas se mentir, on est bien d'accord, lorsque vous faites des entretiens, mais oui, évidemment, les transcriptions d'entretien, évidemment, les extraits d'entretien sont intelligibles. Oui, on est d'accord, ce ne sont pas des 1 et des 0 à proprement parler, c'est intelligible, on peut comprendre ce qu'ils disent, on peut se faire des idées, se projeter, et c'est aussi là qu'est le piège. C'est-à-dire que, comme ils sont lisibles à l'œil nu, on a facilement tendance à croire que c'est la donnée à proprement parler. Et que il suffit, hein, j'insiste sur style indirect libre, et donc là je pense que J-Cocotte, ça devrait te faire sourire, en tout cas J-Cocotte, mais qui devrait être Blobuscule, hein, si je ne me trompe pas. Ça devrait te faire sourire, style indirect libre, je me mets dans la peau de l'étudiant, hein, disons il suffirait de résumer, de synthétiser, dire tiens voilà j'ai les extraits d'entretien, donc ils ressortent telle chose, ils disent plutôt telle chose, et ils disent telle chose, et ceci et cela, et voici j'ai fait mon analyse. Ouais, admettons. Ensuite, continuons. Des réponses ouvertes. Donc matériaux empiriques, des réponses ouvertes, vous posez des questions et puis vous avez des réponses qui vont dans tous les sens. Ça, c'est du matériau empirique. Mais ce n'est pas encore de la donnée, excusez-moi, à proprement parler, parce que donc ce n'est pas encore de la donnée à proprement parler, parce que on n'a aucune clé de lecture. Et donc, de l'un à l'autre, d'un répondant à l'autre, on n'aura pas forcément des ponts qui nous permettent finalement de voir ce qu'ils peuvent avoir en commun, ce qu'ils peuvent avoir de dissemblables, ce sur quoi ils peuvent être d'accord ou pas. Et au final, on est susceptible de ne pas être en mesure de tirer quelque leçon que ce soit. Et à partir de là, donc, c'est qu'on n'a pas encore de données à proprement parler. Ça nécessite encore d'être déchiffré, d'être décodé. Et donc, excusez-moi. Et donc, ce qui est de la donnée, en revanche, ce sont les thèmes qui peuvent ressortir, les positions qui peuvent ressortir. Et donc, dans le cas de Mirella, par exemple, des thèmes ou des positions qui peuvent ressortir pourraient être finalement le pouvoir conquis. Donc certaines femmes qui cherchaient le pouvoir et qui l'ont conquis de haute lutte. Vous avez le pouvoir donné, enfin reçu, donc qui a été transmis, c'est-à-dire qu'elles ne l'ont pas conquis, elles étaient contentes de l'avoir, elles l'ont peut-être demandé, mais elles l'ont eu. Et ça peut être par héritage quelque part.
héritage familial, héritage spirituel. Le fait est que on vous le transmet, le pouvoir reçu, le pouvoir transmis. Mais vous avez aussi celle sur qui c'est tombé sans qu'elle n'ait jamais rien demandé. Oui, pouvoir saisi, merci. Le pouvoir saisi au vol. Et vous avez celle sur la tête desquelles c'est tombé sans qu'elle n'ait jamais rien demandé et elles ont dû se dépatouiller avec. Et donc ça, ce sont des données. Ces thèmes qui ont pu ressortir des entretiens menés par Mirella dans le cadre de sa thèse. Et ça, on a pu l'obtenir par un travail de filtrage, où on a essayé de comprendre, finalement, avec un... Bon, je passe sur les détails, mais en gros, on avait un filtre qui était ce qu'on appelle un cadre théorique, qui nous permettait de déterminer ce qui rentrait dans le cadre de l'étude, ce qui n'y rentrait pas, quelles interactions étaient notre centre d'intérêt, lesquelles ne l'étaient pas, etc., etc. Et enfin, donc les documents peuvent être aussi du matériau empirique, donc des documents, un rapport annuel, des mails ou ce que vous voulez. Mais là où ça commence à devenir de la donnée, c'est quand on commence à chercher les mécanismes qu'ils mettent en lumière, type un mail. Bon, c'est pas très intéressant en soi. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder, comment il est écrit. Je dirais l'adresse. Là, c'est ambigu si je dis l'adresse, mais la manière dont vous vous adressez à votre interlocuteur, la manière dont vous le signez, les formules de politesse qui sont révélatrices d'un certain nombre de choses, de certaines dynamiques, etc. Mais si vous regardez juste le texte du mail, ça n'apportera pas grand-chose en soi si on ne sait pas ce qu'on veut en faire. Donc tant qu'on ne sait pas ce qu'on veut en faire, c'est pas de la donnée. Et donc là où je veux en venir, c'est sur le fait que vous avez à tous les niveaux et sur tout type de collecte de matériaux empiriques ce piège en fait de la donnée qui n'en est pas. Et donc là, on le retrouve aussi, je ne vais pas dire surtout, mais aussi très fortement dans les sondages, les questionnaires. Et ça, en ce moment, les municipales sont passées il n'y a même pas un mois, et je ne sais pas si vous avez fait attention, dans la presse, quasiment tous les 2 jours, on a des sondages concernant la présidentielle de 2027 en France. Donc je pense que vous avez dû le repérer. Et les sondages, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent, en gros, X% des répondants, et je ne vais pas dire des Français, X% des répondants verraient bien tel candidat à l'Élysée. Ou si le premier tour de la présidentielle avait lieu ce dimanche, X% des Français, disent-ils, mais qui sont en fait X% de leurs répondants, voteraient pour... Enfin, c'est même pas voterait, ça c'est moi qui le mets au conditionnel, voteront pour un tel. Pour un tel. Et c'est ainsi qu'on voit, en fait, des chiffres bruts, des pourcentages qui ne sont pas de la donnée, qui sont oui, du matériau empirique de qualité variable. Alors, du matériau empirique, oui, parce que ça a été collecté, il y a eu un protocole plus ou moins rigoureux, et c'est de qualité variable parce que on ne sait pas forcément par quelle méthodologie exactement tout ça a été collecté. La manière dont c'est ensuite stocké, traité, est aussi un peu opaque, pas forcément très rigoureuse. Donc on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, quoi. Vous voyez, un sondage, je ne sais pas qui a en fait, oui. Je me souviens plus ce que disaient les dernières. J'ai vu aujourd'hui, il y avait encore un sondage sur Sébastien Lecornu. Donc Sébastien Lecornu au plus bas dans les sondages. Alors je ne sais plus à combien il est.
Emmanuel Macron, le président de la République, remonte légèrement dans les sondages. Ouais, mais ça veut dire quoi dans les sondages? Ok. Alors, qui est sondé? On ne sait pas. Vous avez quelques chiffres, d'accord. Mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que si je vous dis le président de la République est à 23% d'opinion favorable, qu'est-ce que ça peut nous inspirer? Dit comme ça, honnêtement, je n'en sais rien. Alors j'ai envie de dire, spontanément, j'ai envie de dire, ouais, c'est pas terrible. Ça, c'est réaction spontanée. Maintenant, si j'avais de la donnée, j'aurais de la donnée parce qu'elle est comparable à autre chose et que je peux l'analyser, enfin la traiter, pardon. C'est-à-dire que le président de la République est à 23% d'opinion favorable dans les sondages. Ok, mais si je veux en faire de la donnée, il faut que je puisse me dire, mais par rapport à quoi 23%, d'accord, mais pour que je puisse me positionner, me faire une idée de ce que ça veut dire, c'est par rapport à quoi? Eh bien, ça peut être par rapport à il y a un an, donc à la même époque, en 2025. Ou bien, peut-être encore plus intéressant, à la même époque, en 2024, au moment des européennes, celles qui ont ensuite ouvert la voie à la dissolution. Ça peut être également, bah tiens, comparé à un président de la République à un an de la fin de son mandat. Et là, on pourrait comparer à François Hollande, où il en était au même moment de son mandat, à Nicolas Sarkozy au même moment de son mandat, mais ça pourrait aussi être à un président en fin de règne. Ce qui n'est pas pareil. Un président en fin de règne qui ne peut pas se représenter, hein, c'est ça que ça veut dire. Et là, on le comparerait à la situation dans laquelle était Jacques Chirac en 2001, c'est-à-dire un an avant la présidentielle de 2002 à laquelle il ne pouvait pas se représenter. De 2002 il s'est représenté, excusez-moi, je vais dire 2006, autant pour moi, puisqu'il ne pouvait plus se représenter en 2007. Et François Mitterrand, en 1994, à un an de la présidentielle de 1995, à laquelle il ne se représenterait pas. Et là, ça peut avoir du sens, parce qu'on a un filtre analytique qui nous permet de traiter les données, ne serait-ce par comparaison. Et donc le simple pourcentage n'a strictement aucun intérêt, ce n'est pas une donnée. En revanche, si on nous disait, bon, sur les électeurs, tant ont plutôt tendance à se prononcer pour Marine Le Pen ou Jordan Bardella, tant pour Jean-Luc Mélenchon, etc. Ok, bon, pourquoi pas. Mais ce qui deviendrait intéressant aussi, ce serait de voir sur d'autres caractéristiques, telles que les zones d'habitation, la zone d'habitation, la misère sociale éventuelle, la précarité, voilà, la précarité dans laquelle ils peuvent se trouver, sociale, culturelle, familiale, enfin peu importe. Enfin, vous pouvez prendre celui que vous voulez, hein, c'est ça que je veux dire, hein, peu importe. Et donc là, ce qui serait intéressant et ce qui produirait de la donnée, c'est de croiser ces choses, de dire, bah tiens, finalement, on peut constater que Marine Le Pen et Jordan Bardella ont des scores, ont des intentions de vote particulièrement élevées dans des zones géographiques. Alors ça peut être de trucs diamétralement opposés, j'en sais rien. Soit on peut vous dire, tiens, ici, dans des zones géographiques où il y a une forte proportion de population immigrée par rapport à la population totale. Et donc, quelque part, c'est l'exposition à l'immigration qui pourrait être un vecteur de vote pour Marine Le Pen ou Jordan Bardella. D'autres pourraient constater que c'est plutôt dans les campagnes
ou dans les campagnes où il y a une vraie précarité liée à l'absence des services publics ou au départ des services publics, donc un sentiment d'abandon, etc., qui font tout ça que il y a une appétence pour le vote Marine Le Pen, Jordan Bardella. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, mais ce qui sera ici important, c'est de comprendre que les chiffres qu'on a en eux-mêmes ne nous disent rien, en fait. Et ils ne nous disent rien, ils ne nous parlent qu'à partir du moment où on les filtre au travers de la fameuse lentille du lecteur de DVD. Hein. C'est ça. Et enfin, toujours sur le même registre du matériau empirique qui est susceptible de ne rien apporter, qui est susceptible de ne pas être de la donnée ou de ne pas produire de données à proprement parler, c'est lorsqu'on a de l'ethnographie. Alors, l'ethnographie, moi j'aimais beaucoup, hein, je trouvais ça vraiment chouette, c'est lorsque vous vous plongez dans le bain, vous observez, vous regardez comment les gens vivent dans leur milieu naturel, vous êtes un peu dans la peau d'un Claude Lévi-Strauss. Alors bon, excusez-moi, j'ai les références, je vais pas dire de mon âge parce que je crois qu'il était décédé avant ma naissance, mais Claude Lévi-Strauss, donc grand ethnologue de la deuxième moitié du XXe siècle, donc Claude Lévi-Strauss allait s'immerger dans les tribus sud-américaines pour comprendre leur vie quotidienne et ensuite rapportait non pas ce qu'il avait vu, seulement en disant ils font comme ci, ils font comme ça, etc. Mais, parce que s'il nous disait juste ils font comme ci, ils font comme ça, ils cuisinent comme ci, et puis ils dansent autour du feu, ils lèvent la jambe droite, etc. Aucun intérêt à proprement parler. Dit comme ça n'a aucun sens pour nous, on ne peut pas vraiment comprendre ce que ça signifie. En revanche, quand il évoque certains rites funéraires, certaines mises en perspective des rites funéraires, nous disant telle chose qui est faite a telle signification, telle divinité est capable de faire ceci ou cela, et bien à ce moment-là, on est dans de la donnée. On est dans de la donnée. Alors à l'époque on disait ethnologique, aujourd'hui on dit anthropologique, mais être anthropologique exploitable, c'est-à-dire des éléments qui ont été mis en perspective et auxquels on peut commencer à donner du sens et qu'on peut commencer à interpréter. Et si on prend maintenant l'exemple d'une ethnographie en entreprise, imaginons la situation où un étudiant ferait un mémoire sur les analystes financiers et nous dirait j'ai fait une ethnographie assez longue sur les analystes financiers dans mon mémoire et voilà ce qu'ils font, voilà ce que j'ai vu. Le matin ils arrivent assez tôt, vers 7h, et puis ils lisent le journal jusqu'à 8h. Et puis après, de 8 à 10, ils sont au téléphone tout le temps. Ils passent 10 appels, 10, 15, 20 appels. Et puis après, ils sont sur l'ordinateur tout le reste de la journée. Ils utilisent Excel, il y a des tableaux de chiffres. Ok. Quand vous avez dit ça, je suis pas sûr que ça vous en dise beaucoup sur ce que fait un analyste financier. C'est-à-dire que ça, c'est du matériau brut, c'est de la matière première, ces observations-là. Maintenant, je vais essayer de vous le transformer en données. Donc, transformer en données, d'accord, les analystes financiers arrivent tôt le matin. Pourquoi ils arrivent tôt? Est-ce qu'ils sont lève-tôt, particulièrement plus que les autres? Non, ils arrivent tôt le matin parce qu'il est important qu'ils commencent déjà à se mettre dans le bain avant l'ouverture des marchés. L'ouverture des marchés, grosso modo, c'est à 9h ou 9h30. Donc ils arrivent avant l'ouverture des marchés. Avant l'ouverture des marchés, qu'est-ce qu'ils font? Ils se renseignent sur ce qui s'est passé pendant la nuit et qui pourrait affecter les marchés ce matin.
pendant la journée. Enfin, et donc, ils s'informent comment? Eh ben, ils lisent la presse. Grosso modo, c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la presse, il y a les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de choses. Mais grosso modo, on va dire, ils lisent la presse. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se sont fait une idée, mais ils ont besoin, et là, mise en abîme, d'une certaine manière, ils ont de la matière première, mais ils ont besoin de la transformer en données dont ils pourront faire, extraire du sens. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent des coups de fil à des confrères, à d'autres analystes financiers, éventuellement à des journalistes, éventuellement à des entrepreneurs pour voir comment eux aussi ont compris ce qui s'est passé et sentent le marché ou les réactions potentielles du marché, toujours encore une fois, avant qu'ils n'ouvrent. Et donc là, on comprend qu'ils sont toujours dans la préparation. Et puis après, tout le reste de la journée, ils sont sur l'ordinateur, sur Excel, il y a des tableaux de chiffres. Oui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des calculs. Ils font des calculs pour évaluer ce qu'ils vont acheter, ce qu'ils vont vendre, quand, à quelle quantité, à quel prix, quand, etc., à qui. Et donc, oui, c'est ce qu'ils font entre 9h30 et 15h30, grosso modo, quand les marchés sont ouverts. Et puis après, qu'est-ce qu'ils font? Après, on constate que après 15h, ou après 15h30, ils passent d'autres coups de fil, ils sont toujours au téléphone. Bon, ok, et alors? Ça, c'est le matériau empirique, brut, matière première brute. Et donc oui, ils sont au téléphone après 15h30. Et ça veut dire quoi? 15h30, il se passe quoi? En fait, après 15h30, ils appellent leurs clients. Donc leurs donneurs d'ordre, dont ils gèrent les biens, les actifs, pour leur rendre compte de ce qui s'est passé, de comment s'est passée la journée, des prises de position, des hypothèses qu'ils ont formulées, etc. Les clients peuvent aussi leur poser des questions. Mais qu'est-ce que vous pensez de telle entreprise? Est-ce que vous ne pensez pas que telle chose pourra affecter leurs résultats et leur cours de bourse demain? Blablabla. Donc en fait, après, il y a une sorte de gros débrief avec les clients qui permet de préparer ce qui va se passer le lendemain, grosso modo. Et puis, le même étudiant nous dit: ah ouais, puis c'est incroyable parce que les analystes financiers ou les traders, grosso modo, souvent le soir, ils vont en boîte de nuit, ils font la fête, c'est fou c'est fou. Ouais, et ça veut dire quoi en fait? Ouais, ils font la fête, ils vont en boîte de nuit. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont une vie de dépravés, de débauchés? Ou est-ce que c'est-à-dire que ce sont des gens particulièrement joyeux, particulièrement fêtards, ou de gros flambeurs? Pas forcément. Ça peut, hein. Mais en gros, qu'est-ce qu'on comprend ensuite? On comprend, les clients, certains clients importants ou de futurs clients importants, ça se soigne. Et ça se soigne bien, c'est-à-dire qu'on les sort, on montre qu'on est aux petits soins, on leur fait accéder à des endroits auxquels ils n'auraient pas accès normalement, on leur fait rencontrer des gens, etc. On les épate, quoi. On les impressionne. Et donc, si je vous dis, ouais, ils passent toute leur soirée et presque toute leur nuit en boîte de nuit, là, je vous dis un truc qui n'a aucun sens, aucun intérêt. Maintenant, je constate ou je comprends qu'ils sont en boîte de nuit avec des clients ou avec des clients potentiels, qu'en fait, ils travaillent. Ils travaillent. Ça fait partie du travail de relations publiques, on va dire, ou de relations avec la clientèle ou de services après-vente. Et donc, comme vous dites Mirella, et voilà comment on produit des données. C'est-à-dire qu'on part d'abord d'un matériau empirique, d'une matière première brute, dont on peut difficilement faire quoi que ce soit d'intelligible tel quel. On le passe par le filtre de la lentille du lecteur de DVD, on convertit tous ces 1 et tous ces 0 en un film ou
juste en une bande son, et c'est ça qui sera nos données. Et c'est à partir de là qu'on pourra travailler. Donc ça, c'est sur ce que sont véritablement les données. Et enfin, pourquoi certaines collectes ne produisent rien? Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'une collecte qui ne produit rien? C'est une collecte qui produit de la matière première qui pour beaucoup va finir au rebut. C'est-à-dire de la matière première qui n'est pas exploitable, la matière première qu'on ne peut pas transformer en quoi que ce soit. Imaginez le ciment. Alors ça c'est donc le ciment. Alors je ricane parce que les Émirats Arabes Unis, pour construire leurs immeubles, ont été obligés d'importer du sable du Sahara. Parce que le sable du désert d'Arabie est du sable qui n'est pas propre à faire du ciment. C'est-à-dire qu'il est trop friable. Donc si vous faites un bâtiment avec du ciment du désert d'Arabie, vous avez un bâtiment qui sera friable. Vous pouvez en faire ce que vous voulez de ce sable, il ne fera pas du bon ciment. Alors que le sable du désert du Sahara fait du bon ciment. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous vous retrouvez avec du mauvais sable, eh bien, votre mauvais sable produira du ciment qui sera mauvais, de mauvaise qualité, qui sera susceptible de faire que l'immeuble s'effondrera au premier coup de vent ou à la première pluie. Alors oui, vous pouvez ricaner en disant ouais, une pluie dans le désert, il faut attendre longtemps. Mais on ne sait jamais. Ça peut toujours arriver. Donc maintenant, blague à part, de la mauvaise collecte ou de la collecte creuse, ça ne pourra pas produire de données. Et alors comment ça se manifeste de la collecte pauvre? C'est une collecte qui peut en fait se retrouver à trois niveaux. Soit vous vous retrouvez avec des questions qui sont trop générales ou trop génériques. C'est typique d'entretiens dans lesquels vous êtes susceptible de dire qu'est-ce que vous pensez de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle? Question très générale. Alors tout le monde vous dira du bien, forcément. Tout le monde dira oui, c'est très important de bien distinguer la vie personnelle, la vie professionnelle, la vie privée, l'équilibre. C'est une condition de l'épanouissement, blablabla. Ok. Et là, en gros, vous avez, si vous voulez, toute la rhétorique que vous pouvez trouver sur LinkedIn sur les bienfaits de tout ça, mais vous n'avez finalement rien de véritablement transformable ou exploitable. Ce sont des choses qui sont déjà dites, redites, battues, rebattues dans tous les sens, que tout le monde connaît déjà. Bon, c'est creux. Et ça, on le retrouve également dans les questions, dans des questionnaires, des sondages. Certaines questions qui sont tellement vagues qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Du genre, sur une échelle de 1 à 10, mesurez votre satisfaction au travail. Moi, ça me pose deux problèmes. 1, satisfaction au travail, c'est tellement vaste que je ne sais pas forcément ce qu'on attend de moi en me posant cette question. Et 2, une échelle de 1 à 10. Alors, 1, je vois ce que c'est. 10, je vois ce que c'est. 5, je vois ce que c'est parce que c'est le milieu. Maintenant, quelle différence est-ce que je ferais entre 10 et 9? Alors bon, je peux imaginer, 9, c'est pas tout à fait 10. D'accord. Mais quelle différence je fais entre 9 et 8? Quelle différence ensuite je fais entre 8 et 7? Quelle différence je fais? Alors ensuite, si on descend, 1, ok, c'est le plus bas, mais quelle différence je fais entre 2 et 3? Entre 3 et 4?
compliqué. Donc, moi, j'ai finalement plein de problèmes, à savoir, je ne sais pas quoi dire. Et à partir du moment où je ne sais pas quoi dire, qu'est-ce qui va se passer? Je vais miser sur la sécurité. Et je vais aller taper sur du 5. C'est 5, c'est la moyenne. Donc, si la question était sur un truc où je suis pas satisfait ou pas trop satisfait, oui, bah, c'est pas si mal. Si je suis satisfait, bah, c'est pas grave. De toute manière. Bon, au final, on se retrouve avec avec du matériau qui a peu de chances d'être vraiment exploitable parce que vous risquez d'avoir des choses qui sont tout à peu près dans la moyenne, mais parce que personne ne savait quoi dire. Et à partir de là, vous ne pouvez rien en faire. La deuxième raison pour laquelle certaines collectes ne produisent rien, c'est lorsque le matériau empirique, le matériau brut, est trop descriptif. Et donc là, du matériau trop descriptif, c'est typiquement ce que je vous disais tout à l'heure à propos des analystes financiers. Donc l'exemple d'analyste financier, c'est typiquement ça. Ou quand je vous parlais de l'anthropologie qui simplement nous montrerait à quoi ressemble la danse de la pluie, mais sans nous montrer ou sans nous permettre de comprendre les ressorts de la danse de la pluie, et bien tout ça, ce serait purement descriptif. Et ce ne serait pas de la donnée. Ce serait un pis-aller, en fait. Ce serait une illusion de données, en fait. Et la troisième raison pour laquelle on est susceptible d'avoir certaines collectes qui ne produisent rien, c'est lorsqu'il n'y a pas de tension analytique. Alors, ça veut dire quoi la tension analytique? Dit comme ça, ça fait un peu barbare. D'autant que depuis tout à l'heure, je vous dis que moi je ne parle pas d'analyse, et puis et en même temps que je vous dis que je ne parle pas d'analyse, j'en fais. Donc en fait, c'est du Magritte. Hein. Ceci n'est pas une pipe. Ceci n'est pas une analyse. Alors, en fait, l'absence de tension analytique, ça veut dire quoi? L'absence de tension analytique, c'est lorsque finalement vous êtes face à du matériau empirique qui est très consensuel, très prévisible, très lisse finalement, et qui ne laisse place à aucune surprise, à rien qui puisse être inattendu ou contre-intuitif. Je dirais, on peut évoquer une tension analytique lorsqu'il y a un petit peu d'inconfort ou de surprise face à ce qu'on observe. Type quelqu'un que Mirella a rencontré dernièrement, je ne vais pas dévoiler son nom, mais je pense que Mirella, vous allez la reconnaître, hein, à un moment nous disait à propos de son propre parcours, elle disait, voilà, moi, sur mon pouvoir, ou comment je l'ai construit, ben voilà, moi j'ai créé une fondation, et puis j'ai créé une association qui accompagnait la fondation, et puis à un moment, je me suis dit, mais c'est très bien tout ça, mais c'est très bien tout ça, je collecte des fonds pour d'autres, mais moi, il faut bien que j'en vive quand même. Il faudrait bien que je puisse vivre de mon travail, de ce que je fais pour les autres. Et donc, la construction de son pouvoir, ça a été de chercher à vivre, et je vais reprendre l'expression qu'elle avait prise et que j'avais adorée, chercher à vivre d'un métier qui consiste à faire la manche. Alors moi, j'avais trouvé ça génial. Et rien que ça, c'est une tension analytique quelque part. C'est-à-dire que peu de gens vous diraient, bon, moi je me suis fait plaisir, j'ai bien fait plaisir aux autres, mais maintenant il faudrait aussi que j'en vive. Ça c'est une chose, bon, je vous dirais, ok, c'est de bonne guerre. Mais il y a peu de gens qui le disent de manière aussi explicite. Et ensuite, quelqu'un qui vous dit, bon, quand votre métier consiste à faire la manche, c'est-à-dire lever des fonds, à un moment, il faut aussi que vous en viviez et que vous ne vous retrouviez pas à faire la manche pour vous-même. Et là, il y a une situation d'inconfort. Là, il y a une situation de gêne. On se dit, ah bah ouais, tiens, il y a quelque chose. Et c'est là
qu'on commence à avoir de la donnée, ou en tout cas, oui, qu'on commence à avoir de la donnée, on a une vraie tension ici. Et donc c'est lorsque vous vous retrouvez avec du matériau lisse, prévisible, complètement consensuel, conventionnel, conformiste à souhait, que finalement vous n'avez rien de véritablement exploitable. Donc ça veut dire quoi? Que le problème, il n'est pas dans l'analyse. L'analyse dont je vous ai dit au début, que je ne sais pas ce que ça veut dire. Le problème n'est pas dans le traitement qu'on fait de la matière première. Le problème tient à la matière première elle-même. C'est-à-dire qu'il tient à la collecte. En gros, comme je vous disais il y a quelques minutes, le sable du désert d'Arabie n'est pas du sable qui se prête à une transformation en ciment. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tous les mélanges, avoir tous les additifs que vous voulez pour que le ciment prenne. Si le sable ne s'y prête pas, s'il n'est pas bon au départ, tout le travail de traitement sera inutile. Ou ne produira pas du bon ciment. Donc le problème n'est pas dans le traitement, le problème est dans la matière première. Tout comme un DVD, ce qui va faire son intérêt, le film ou la musique, ce qui va faire son intérêt, c'est pas tellement de savoir ce que vaut la lentille, même si évidemment ça joue, on est d'accord, une bonne lentille c'est toujours mieux. C'est pas tellement de savoir quelle est la qualité du support du disque, non, c'est de savoir si on a des 1 et des 0 qui vont, une fois mis ensemble et une fois décodés, donner quelque chose. Si on se rend compte qu'on a des 1 et des 0 qui riment à rien, c'est même pas la peine. Et donc, j'espère que vous aurez senti, que vous aurez vu que le vrai enjeu est à 100% dans la qualité de la collecte et donc dans la qualité du matériau empirique à proprement parler. Et je vais donc conclure là-dessus avec trois aphorismes, si je puis dire, qui sont que, d'abord, les données ne parlent jamais. Les données sont muettes. Les données ne parlent que parce que vous les faites parler. Les données, c'est vous qui leur donnez une signification. Les données, je dirais, les données n'existent pas à proprement parler. Les données, vous les produisez, vous ne les collectez pas de prime abord, quoi qu'on dise. Le deuxième point, un entretien ou un questionnaire n'est pas encore une donnée. Ce qui est une donnée, c'est ce que vous allez tirer de cette matière première qu'est la transcription de l'entretien, ou que sont les réponses à votre questionnaire. Et c'est le travail de transformation de tout ça qui produira de la donnée. Et enfin, je pense que là vous l'aurez suffisamment entendu pour ce soir, ce que vous collectez n'est qu'un matériau. Ce que vous collectez, c'est la matière première qui n'appelle qu'à être transformée dans l'usine de production de données. Le matériau que vous collectez, imaginez, ce sont des 1 et des 0 qui n'ont aucune intelligibilité sans un décodeur, sans une lentille qui est celle du lecteur de CD ou de DVD. Voici ce que je voulais pouvoir partager avec vous ce soir. J'espère que ça vous a plu. Et la semaine prochaine, on parlera du questionnaire en disant, et là je déflore ce que je vous dirai la semaine prochaine, un questionnaire ne sert pas à produire des pourcentages. Et là, encore une fois, on lèvera un mythe ou un énorme malentendu que je constate trop souvent dans les travaux d'étudiants qui font du questionnaire.